que Nkrumah va ensuite retourner au Ghana, en Gold Coast, et mener le Ghana à l'indépendance. Et donc le parcours de Nkrumah, il est en soi très intéressant parce qu'il montre comment quelqu'un parti du continent va se former dans la diaspora et ramène avec lui toute une dynamique venue de la diaspora. Puisque lorsque Nkrumah devient le Premier ministre et le président du Ghana, beaucoup d'Afro-Américains voient en Nkrumah l'un des leurs. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de Noirs américains décident d'aller s'installer au Ghana parce qu'ils savent qu'à la présidence du Ghana, il y a un homme qui est venu prendre le café dans leur cuisine, il y a un homme qui connaît leur histoire en tant que Noirs américains et qui connaît leurs problèmes. Et donc dès que Nkrumah est à la tête du Ghana, il va utiliser le Ghana pour soutenir également les mouvements de libération noirs américains. Il va faire plus que ça, puisque en avril 58 et en décembre 1958, il va organiser 2 conférences. Celle d'avril 1958 est pour les États indépendants de l'époque, notamment l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, la Libye et le Libéria. La deuxième conférence en décembre 1958 est encore plus importante. C'est la conférence des peuples panafricains, la conférence de tous les peuples africains. Lors de cette conférence, vous avez à peu près, je dirais, le gratin du panafricanisme. Vous avez les militants nationalistes camerounais, notamment Félix Moumié, qui a pris la succession de Ruben Oumyobé. Et l'UPC sera traqué et tous les leaders de l'UPC seront assassinés jusqu'à Ernest Wandi en 1971 par l'impérialisme français. Vous avez des intellectuels, notamment Joseph Kizerbo, grand historien burkinabé, qui écrira un peu plus tard donc l'histoire de l'Afrique noire d'hier à aujourd'hui et qui sera la cheville ouvrière du projet de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Vous avez Frantz Fanon, donc un médecin d'origine martiniquaise, qui est parti ensuite exercer en Algérie et qui va rédiger notamment 2 ouvrages très importants, Peau noire, masque blanc, sur vraiment la question de la désaliénation et surtout les damnés de la terre, qui va être un peu, je dirais, le livre de référence de tous les mouvements révolutionnaires. Et Fanon est engagé en tant qu'ambassadeur du gouvernement provisoire de la République d'Algérie à Accra. Et puis surtout, vous avez Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est originaire du Congo, le Congo belge. Il est d'origine Tétéla, donc c'est un groupe qui est plutôt au centre du pays. Et à la fin des années 50, il commence à développer une vision nationaliste qui va devenir fondamentalement panafricaniste après son séjour à Accra. Parce que lui et Nkrumah décident tout simplement de faire de l'indépendance du Congo l'objectif de la suite de la libération du continent africain et quelque part le centre de la libération du continent africain. Et donc un accord est passé entre Nkrumah et Lumumba pour faire de Léopoldville, Kinshasa actuelle, la future capitale des États-Unis d'Afrique. Donc évidemment, le séjour de Lumumba à Accra alerte les renseignements occidentaux, américains, britanniques, français, canadiens, qui commencent à comprendre que Lumumba est un personnage qu'il faut éliminer. Et c'est dans ce contexte-là notamment que, peu après l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, après le discours historique tenu par Lumumba devant le roi des Belges, eh bien, toute une machination avec une sécession du Katanga et du Kasaï, avec un certain nombre de complots à l'échelle internationale, est mise en place pour éliminer Lumumba. D'autres figures ont été éliminées précédemment. On peut citer Barthélemy Boganda, qui au niveau de ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine décède dans un accident d'avion en mars 1959, alors qu'il avait le projet d'une grande République centrafricaine dans laquelle il y aurait, en plus de la Centrafrique actuelle, eh bien, le Congo, le Tchad, le Gabon, le Cameroun et même l'Angola, dans ce que certains appelaient les États-Unis d'Afrique latine. Autre personnage très important, qui lui va prendre la succession de Kwame Nkrumah après la chute de celui-ci en 1966, c'est Julius Nyerere. Là, nous sommes du côté de l'Afrique de l'Est. Julius Nyerere est le président de la Tanzanie. La Tanzanie est probablement le seul pays panafricain en tant que tel. C'est la réunion entre la République unie de Tanganyika, la partie continentale, et l'archipel de Zanzibar, à la suite d'une révolution qui chasse le sultanat arabe qui avait obtenu l'indépendance au niveau de Zanzibar. Et donc Nyerere, en tant que
président de la Tanzanie, va héberger chez lui le comité de libération de l'OUA et à partir de 1967, il va opérer une rupture stratégique panafricaniste en prononçant la déclaration d'Arusha où il estime que l'Afrique, la Tanzanie, doit se développer à partir d'un modèle endogène. Et donc la rupture proposée par Nyerere va s'inscrire, je dirais, dans une lignée qui sera reprise quelques années plus tard, notamment par Thomas Sankara au niveau du Burkina Faso. C'est cette idée que le panafricanisme repose sur la capacité à mettre en place des systèmes d'autosuffisance, à sortir de la dépendance vis-à-vis de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds ou les instances financières, les institutions financières internationales, se fonde sur le travail du peuple vis-à-vis de la terre, puisque nous avons 30 millions de kilomètres carrés, et nous avons les terres les plus riches et les plus arables du monde, se fonde également sur une nécessité de nous réancrer dans notre patrimoine historique et culturel. Et dans le cas de la Tanzanie de Nyerere, ce sera notamment la mise en avant du Swahili. Cette idée qu'il faut que nous nous développions et que nous mettions en place notre propre système international panafricain en valorisant nos langues africaines. Donc la Tanzanie va être vraiment le cœur d'une révolution, également intellectuelle, avec ce qu'on appelle l'école de Dar es Salaam, dans laquelle quelques-uns des plus brillants historiens, politologues, juristes, économistes viendront débattre, et parmi eux figure Walter Rodney, originaire notamment de la Guyana. Puisque dans ce contexte-là des années 60, les figures du continent africain, qu'il s'agisse de Nkrumah, qu'il s'agisse de Nyerere, qu'il s'agisse également de Mandela, de Miriam Makeba, ces figures inspirent également la diaspora. Et dans la diaspora, nous avons notamment des connexions qui se font. L'une, très intéressante, s'inscrit dans un cadre géopolitique. C'est la tricontinentale de la Havane. Fidel Castro a fait une révolution à Cuba en 1959 avec Che Guevara. Il a voulu soutenir également les lumumbistes après l'assassinat de Lumumba pour faire du Congo un foyer révolutionnaire au même titre que l'Amérique latine et le Vietnam. Ce sera un échec, mais néanmoins, Cuba va maintenir une diplomatie panafricaine qui va notamment amener Fidel Castro à inviter personnellement l'un des plus grands leaders panafricanistes de notre histoire, le Bissau-Guinéen et Cap-Verdien Amilcar Cabral, à la tricontinentale de la Havane. Cabral va être aussi l'une des figures centrales de l'histoire du panafricanisme et va mener